Bon, alors, entre les fêtes, entre le 25 décembre et le 1er janvier, eh ben, vous avez été bien gentil d'accepter notre invitation à venir causer à Canal Pourpre. Pour nous, c'est important parce que ça fait une suite à une tradition, enfin c'est une continuité pour nous avec votre prédécesseur, Seuse, je ne sais pas comment on dit, qui avait accepté de venir très gentiment en parler tous les 3 mois à peu près. Voilà, ben on espère que ça va continuer avec vous. En tout cas, vous êtes le député depuis quelques mois de notre circonscription, la seconde de la Dordogne. Ça va? Vous êtes... Merci, eh je viens avec plaisir. C'est une façon de communiquer avec les citoyens. Donc ça va très bien, ça va très bien. C'est un changement de vie depuis 6 mois, on va dire. 5 mois de travail en réalité, parce qu'on a juste eu 3 semaines au mois d'août de repos, mais et là je suis assez content quand même de décrocher un peu de la vie parisienne et de revenir dans ma circonscription pour les fêtes de Noël. Je vois le Monde du 15 décembre a titré « Ces députés en marche gagnés par le vague à l'âme ». C'est pas votre cas donc? Pas du tout. Ah non, pas vraiment pas de vague à l'âme. Non, ça c'est un peu la presse qui joue un peu. Il faut bien avoir des angles d'attaque. Mais en ce qui me concerne, non, tout va bien. Bon, d'abord j'étais habitué à voyager de mon métier d'exportation, vente et exportation de vin. Donc faire les valises, c'était mon sujet quotidien. Par ailleurs, Paris, je connais bien aussi, puisque j'ai beaucoup travaillé au niveau des négociations centrales d'achat sur la région parisienne. Et puis, pour ce qui est de la politique, bon, je connaissais quand même un petit peu, parce que j'avais été conseiller municipal de Bergerac de 2001 à 2008. Et depuis lors, j'étais un peu en attente sur le plan politique. J'attendais justement un homme un peu charismatique, qui viennent justement faire sauter ces clivages et il faut se rappeler que j'étais un des premiers partisans, adhérents du mouvement le 6 avril 2016, donc bientôt 2 ans, et déjà... Un an avant l'élection. Oui, voilà, exactement. Voilà, donc après, la mise en place s'est bien faite. Mais de 2001 à 2008, vous étiez chargé d'un truc spécial à la mairie, comme conseiller municipal? Non, à l'époque, j'étais conseiller d'opposition, donc c'était pas très intéressant quand on est à l'opposition, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et après, d'ailleurs, comme vous le savez, c'est mon épouse qui a pris la relève dans le mandat suivant. Voilà, donc je m'étais mis en repos politique depuis 2012. Vous savez que j'avais fait une expérience justement déjà hors des partis, ni droite ni gauche, et c'est pour cela que j'étais un des premiers adhérents du mouvement il y a bientôt 2 ans. D'accord, alors donc on vous a proposé de faire un petit tour d'horizon local d'abord, avec le rapport aux choses qui nous concernent directement en Dordogne, et puis on terminera peut-être par un truc plus général, national, enfin. Donc il y a 2 choses dont vous nous avez parlé, et puis dont tout le monde a parlé aussi, la voie ferrée d'une part, et la voie ferroviaire, et puis l'IRM. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bon, ma fonction principale, c'est quand même de légiférer à l'Assemblée. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a des dossiers locaux à régler, et on est vite sollicité pour des questions d'arbitrage un peu dans la circonscription. Alors, le TER, c'est-à-dire le transport quotidien, on va dire, ferroviaire de Bergerac à Bordeaux, effectivement, c'est arrivé dès le mois de juillet, puisque c'était l'ouverture de la LGV. Et de ce fait... Quand vous dites sollicité, c'est par d'autres élus Par les collectivités, oui. Puisqu'en fait, le sujet, normalement, revient à la SNCF, réseau, mais il fallait aussi l'aide des collectivités. Alors, donc, dans un premier temps, j'ai organisé une délégation au ministère des Transports. Et puis, en deuxième temps, j'ai vu la ministre des Transports, Madame Borne, qui est un nom prédestiné pour les transports, et qui donc m'a reçu plusieurs fois pour le dossier. Et in fine, c'est avec le préfet de région que j'ai un peu débloqué la situation. Justement, avant son départ, il a eu la délicatesse de signer le projet d'étude pour la rénovation de cette voie ferrée.
Et donc ça c'est fait, le projet est signé, on devrait avoir les conclusions au mois de mars prochain. Et ensuite, ce qui veut dire que les travaux se feront en 2019. Là, toutes les collectivités sont mises d'accord sur ce fameux budget au prorata du nombre d'habitants qui va faire 6,7 millions, 6,75 millions précisément, plus le département de Dordogne et le département de Gironde qui vont abonder, logiquement. Mais vous dites, 2019, c'est un moyen terme, disons, mais à court terme, il y a déjà plein de problèmes, non? Alors, le court terme, ce sont des problèmes inhérents au fonctionnement de la SNCF. Vous voyez, encore aujourd'hui à Montparnasse, il y a eu encore un petit souci. Bon, mais ça, c'est notre sujet. Moi, je m'occupe quand même de la rénovation de la voie ferrée. Mais justement, je pensais que c'était à cause des travaux sur la voie ferrée que ces problèmes existaient. Non, c'était pas ce sujet-là, c'est les problèmes d'organisation. Et là, il va falloir donc gérer ces travaux de toute façon en 2019. Et donc, pour sortir par le haut, comme on dit, j'ai même envisagé d'avoir des trains TER modernes, à savoir à hydrogène, comme font les Allemands, et les Chinois d'ailleurs. Mais les Allemands ont pris le pas sur le sujet, puisqu'ils ont déjà inauguré un premier train à hydrogène, qui ne coûte pas plus cher que le train actuel. Parce qu'actuellement, il faut savoir qu'on n'a pas de caténaire pour venir à Bergerac, jusqu'à ça là d'ailleurs. Et l'objectif, c'est d'avoir justement des trains modernes qui n'ont pas besoin de caténaire et qui fonctionnent dans l'hydrogène, l'hydrogène vert, je dis bien, donc énergie renouvelable. Et les Allemands ont commandé 14 TER. Attendez, on va s'arrêter là-dessus, parce que nous, on nous a dit que c'était pas vrai du tout, cette histoire d'hydrogène renouvelable. Bien sûr que si. Il faut du méthane, paraît-il, pour en faire. Alors, l'hydrogène vert, en fait, c'est production à partir d'énergie renouvelable, comme le méthane, comme le solaire ou l'éolien. Renouvelable, le méthane? Oui. Oui, en fait, je veux dire renouvelable, c'est l'économie circulaire. D'accord. C'est l'économie circulaire. Donc, j'ai été visiter d'ailleurs le méthaniseur de Saint-Pierre-des-Roues. Donc, il fonctionne à partir de déchets agricoles, de déchets industriels alimentaires, c'est-à-dire le blason d'or, etc., qui portent des déchets. Tous ces produits fermentent, ils font du méthane. Le méthane sert soit à chauffer, parce que ça développe de l'énergie, soit à produire de l'électricité, soit à produire après en deuxième temps de l'hydrogène. L'intérêt de l'hydrogène, c'est que ça se stocke en période creuse. Et par compression, donc je vous donnerai des exemples de production d'hydrogène qui sont déjà en place en France. Il y en a un qui vient de s'installer à Fos-sur-Mer. Et le méthaniseur lui-même, joyeux méthaniseur, il peut chauffer des serres. En l'occurrence, à Saint-Pierre-des-Roues, vous avez une serre qui permet de faire sécher le digestat. Ce digestat sert d'engrais aux agriculteurs. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire du déchet. On arrive à avoir deux produits intéressants, l'énergie à base de méthane, le chauffage et l'engrais à base de digestat. Voilà, donc, alors, juste, excuse-moi, je comprends que c'est mieux que le diesel. D'intervenir dans la discussion. Il me semble pourtant que la fabrication d'hydrogène, c'est la fracturation hydraulique et que ça rejette du CO2 dans l'atmosphère et qu'on n'est pas dans l'énergie pure. Et que j'ai lu quelque chose sur ce train qui est à Berlin, là, il y a eu une expérimentation. Enfin, c'est pas ça, non. Déjà. Et il disait que, en fait, le fait de fabriquer l'hydrogène polluait autant que d'utiliser du diesel. Non. Donc on n'est pas dans l'énergie pure. L'hydrogène, la fabrication d'hydrogène, c'est à partir de l'hydrolyse de l'eau, H2O. Donc ça produit de l'hydrogène. Ça rejette du CO2. Non, de l'oxygène. De l'oxygène, pas du CO2, de l'oxygène. Non, désolé. Ça produit de l'oxygène et de l'hydrogène qui est un combustible. Ça ne produit pas de CO2. Et c'est vraiment, sincèrement, regardez bien les dossiers, c'est l'énergie de demain. Jusqu'à présent, on connaît le système de l'hydrolyse de l'eau depuis longtemps, sauf que le coût est un peu plus élevé et les installations n'existaient pas en matière de solaire, en matière... Parce que faire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures, c'est absurde. Donc on veut le faire à partir d'économies, d'énergie verte. L'énergie verte, c'est le solaire, c'est l'éolien, c'est la méthanisation. Pour l'instant, on a ces éléments. À Bergerac, il n'y a pas de vent. Je ne vais pas travailler sur l'éolien. Et donc, alors de ce fait, je travaille non seulement avec le ministère des Transports pour avoir des trains à hydrogène, mais pour toute l'Aquitaine, pas que Bergerac. C'est un dossier Nouvelle-Aquitaine. Je dois avoir M. Rousset prochainement sur le sujet, parce qu'il faudra bien que la région s'implique dans ce dossier. Et les responsables régionaux, vice-présidents, comme Mme Coutan, sont déjà informés. Ensuite...
donc, je travaille après sur la production d'hydrogène. Alors là, je suis allé voir, parce que à Bergerac, on a des terrains disponibles, donc certains classés Céveso, d'autres à proximité. Donc voilà, j'ai déjà été voir Renco. Bon, là, ils n'ont pas de terrain disponible à la poudrerie nationale, ex-SNPE, parce qu'ils ont des projets de développement. Donc il faudra trouver avec la CAB des terrains, si le projet se développe, avec la région et l'État. Il faudra trouver des terrains adaptés, mais pour les méthaniseurs. Pour la production d'hydrogène elle-même, pour le stockage de l'hydrogène, parce qu'il se compresse et il se met dans des citernes, dans des containers, en fait. Le gros intérêt, c'est qu'on peut stocker l'hydrogène en été et le restituer en hiver. C'est ça le gros intérêt. Et puis surtout, c'est surtout de l'énergie verte, parce que c'est vers cela qu'on doit aller. Si notre ministre d'État, Nicolas Hulot, a annoncé que les moteurs thermiques seraient terminés en 2040, il faut bien commencer à travailler le sujet et voir des alternatives. Voilà pour ce qui est du TER. D'accord. Moi, je voulais juste une dernière question sur le TER. Comment tu expliques que... On se tutoie, parce qu'on se connaît. Comment tu expliques que cette ligne était à l'abandon depuis très longtemps? Pourquoi Alain Rousset se réveille maintenant? Enfin, je ne sais pas si la région va vraiment se réveiller. Il y a très peu d'autres lignes de TER en tout cas en Aquitaine, qui sont dans un état aussi déplorable que la ligne Bordeaux-Sarlat. En Nouvelle-Aquitaine, non, parce que je me suis aperçu qu'à Limoges, c'était pire. Ils sont restés dans l'Aquitaine. Oui, l'ancienne Aquitaine peut-être, mais la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire j'ai assisté à des réunions à Paris, en l'occurrence, au ministère des Transports, où il y avait justement les responsables du Limousin, et ils sont encore plus en retard. Alors effectivement, cette voie, je pense qu'il y a eu quelques négligences, parce que la voie ferrée Sarlat-Bergerac a été restaurée pour 50 millions d'euros. C'est ça. Il restait le tronçon Bergerac-Libourne, qui coûte 80 millions d'euros. Voilà. Sachant qu'après, Libourne-Bordeaux, ça va. Donc il suffisait de se mettre d'accord sur ces 80 millions d'euros. C'était absurde d'en rester là, sachant que la moitié avait déjà été restaurée. Donc ça va se faire. Et il n'était pas question, comme certains médias ont titré, que ça s'arrête, que la ligne soit fermée. Mais bon, il va falloir quand même supporter la période des travaux en 2019. Voilà ce que je peux dire sur la notion de TER. D'accord. Très bien. Et l'autre truc, donc, c'est l'IRM. Alors l'IRM, c'est pareil, c'est un dossier chaud que j'ai trouvé au mois de juin. Bon, mais là, c'était aussi une façon d'arbitrer un petit peu pour que les gens se parlent. Parce que c'est comme de tout, ça, on en parlera tout à l'heure des ateliers de l'alimentation. Il faut que les gens se parlent. Et en l'occurrence, de médiateur et de conciliateur. Voilà, quelque part. Donc, j'ai invité. Vous nous rappelez la polémique, c'était quoi? En fait, la polémique, c'est que, au gré d'un renouvellement d'autorisation de l'IRM de la clinique Pasteur, qui est privée, il avait été décidé qu'il fallait mettre un IRM à l'hôpital public, et de ce fait, certains pensaient que cela suffisait de mettre tout à l'hôpital, puisque l'hôpital avait été rénové et qu'il y avait des espaces pour cela. Bon, mais il faut du temps pour tout ça, et moi j'ai réuni les différents responsables dans mon bureau à l'Assemblée, en l'occurrence le patron de l'ARS, donc... c'est l'ARS qui décide. Oui, M. Lafourcade, le nouveau patron de la clinique Pasteur, parce qu'en fait ça a été repris par un groupe qui s'appelle Elsan, M. Nouzared, qui était présent. M. Tran, en tant que radiologue, était venu, et nous avons discuté, et nous sommes mis d'accord au cours de cette réunion, qui a duré quand même 2 heures, pour que l'IRM de la clinique Pasteur puisse avoir l'autorisation de fonctionner pendant 2 ans encore. Et au terme de ces 2 ans, il y aura des discussions entre le privé et le public. Et M. Lafourcade, le directeur de l'ARS, a proposé même un accompagnement financier au terme de ces 2 ans. Donc je pense que tout le monde va y trouver son compte. Il y aura un délai pour que, justement, on puisse réfléchir à demain, en matière de santé, parce que tout ça aussi va évoluer. On va en parler plus tard, peut-être en termes de politique de la santé. Et en même temps, il y aura donc un accompagnement entre le privé et le public. C'est-à-dire que
les gens qui ont besoin d'IRM, qu'ils soient privés ou publics, ils iront à la clinique Pasteur, c'est ça? Pour l'instant, ils peuvent aller soit à la clinique Pasteur, soit à l'hôpital. Il y en a un de chaque côté. Ah, d'accord. Donc il y a un équilibre pour 2 ans. Il n'y a pas de jaloux. Il y en a Parce que l'idée, c'était qu'il y en avait un de trop, ou quoi? L'idée, c'était de recentrer, comme toujours. Mais en fait, il faut quand même regarder aussi, il y avait des compétences des radiologues de la clinique privée qui sont là depuis longtemps, qui sont formés, et on ne peut pas déplacer des gens comme ça, donc il faut un peu de temps. Et il faut reconnaître qu'à Bergerac, on a des compétences en matière de radiologie pour ces questions d'IRM. Parce que l'ARS proposait... La réduction. L'ARS voulait recentrer. Vous savez, toutes les organisations maintenant veulent recentrer. Vous voyez ce qui se passe à Nouvelle-Aquitaine. Tout se passe à Bordeaux, tout se passe dans les métropoles. Donc voilà. Et les hôpitaux, c'est un peu pareil. Regardez à Villeneuve sur l'autre. Ça a été fait également. Ils ont fait un hôpital tout neuf. Bon, ils ont recentré sur le nouvel hôpital. Okay. Nous encore, c'est pas le cas parce que l'hôpital, c'est juste une branche qui a été rénovée. On n'a pas construit un hôpital neuf comme à Villeneuve ou comme à Mont-de-Marsan. Voilà. D'accord. Très bien, ça va. Donc, on pourrait peut-être passer à un truc qui va nous relier à la députée que vous avez remplacée, c'est-à-dire son souci de l'alimentation. Il vient d'y avoir des états généraux de l'alimentation qui ont fait un peu de bruit en bien et en mal, c'est-à-dire qu'on voit que l'État défend cette affaire. Et en même temps, les associations ne sont pas très contentes du résultat, en particulier vis-à-vis du glyphosate et des choses comme ça. Mais tout de même, il y a eu quelques avancées. Vous y avez assisté à ces états généraux? Oui, je peux d'abord préciser qu'en tant que député, je suis donc membre de la commission des affaires économiques. D'accord. Cette commission est assez transversale, elle touche à plusieurs ministères, et en l'occurrence agriculture, viticulture, alimentation. Je suis également, on en parlera plus tard, vice-président de la mission d'information aux alternatives aux anciennement pesticides qu'on appelle aujourd'hui phytopharmaceutiques. Voilà, donc tout ça est lié. État général de l'alimentation, je suis également membre depuis le mois d'août. On a lancé cette opération. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille. Il y a eu 14 ateliers. 15 000 contributions, parce que j'ai fait un atelier aussi à Bergerac pour réunir les différentes familles et les différentes filières. Donc ce travail a été structuré en 2 parties. Les 7 premiers ateliers, c'était pour la notion de valeur ajoutée pour l'agriculture, pour redonner de la valeur ajoutée à l'agriculteur, au producteur. La deuxième partie des ateliers du 7 au 14, donc c'était pour la notion de consommation saine et durable. Donc on a fait une réunion le 21 décembre à Paris pour faire un point. Sur la valeur ajoutée, il y a des choses fortes qui ont été décidées. En l'occurrence, de limiter la notion de promotion à 35% de l'activité, et voire 25% des volumes annuels. Le seuil de revente à perte, de le remonter de 10%. Par rapport à ce qui se passait avec les centrales d'achat, avec les grandes surfaces. Donc là-dessus, il y a plein de nouvelles données qui vont être validées. Je dis tout de suite que aujourd'hui, c'est une conclusion, mais ce n'est pas un projet de loi. Le projet de loi, on va le sortir au premier semestre. Donc il y aura un projet de loi par ordonnance qui sera fait pour le mois de juin. Apparemment, c'est ça le calendrier aujourd'hui qu'on va essayer de tenir. Alors, la deuxième partie concerne donc la consommation et la santé. Et donc là-dessus, différents ateliers ont travaillé, des premières conclusions sont données. Moi, je travaille parallèlement sur le phytopharmaceutique. On a fait donc... Et vous n'avez pas M. Monsanto qui vient coucher devant votre porte tous les jours? Alors, Monsanto et le glyphosate, parlons-en. Donc, je veux dire les lobbies en général. Non, mais Monsanto, c'est un mythe un petit peu. C'est vrai qu'ils ont su faire leur lobbying pendant longtemps. Aujourd'hui, tout ça, c'est en train de changer. L'affaire glyphosate a été un révélateur, parce qu'en fait, il fallait un renouvellement européen au glyphosate. Ce révélateur, en fait que on a lancé une réflexion générale sur les phytopharmaceutiques, donc sur le bio aussi, et
Moi, j'ai participé aux auditions de grands savants, de grands chercheurs au niveau de la santé, des médecins, tous les syndicats agricoles, le ministère de l'Agriculture, AMSA, Mutuelle des agriculteurs, Mutuelle sociale agricole, etc. Bon, il s'avère, bon, pour l'instant, rien n'est prouvé sur le glyphosate. Il est cancérogène probable, mais pour l'instant, c'est pas le plus dangereux, je dirais. Enfin, la France a quand même pris un peu d'avance par rapport à ce que disait... Oui, la France a été exemplaire. En l'occurrence, on a dit qu'on voulait limiter à 3 ans. L'Europe a décidé 5. Bon, pour l'instant, on est dans cette balance. On va voir un peu ce qui en ressort. Si on trouve une alternative au glyphosate, eh bien, elle sera vite appliquée. Tout le monde le souhaite. L'alternative la plus simple, c'est la mécanisation, c'est-à-dire d'arracher l'herbe avec des mineuses. Hein. J'ai vu ça, moi, dans les Deux-Sèvres, où on a été en visite. Donc, il y a déjà des agriculteurs qui travaillent en bio et qui, en fait, sont revenus au labour et à la mineuse. Un autre aspect de ces états généraux, c'était l'un des chevaux de bataille de Madame Alain, c'était l'alimentation bio, justement. Oui, mais Madame Alain, elle était en partie des Verts, mais elle passait des pesticides dans ses vignes. Alors, je suis désolé, moi je suis plus écologique que Madame Alain. En l'occurrence, et je défends le bio. J'ai des marques, moi, en tant que négociant en vin, je commercialise des marques en bio. Et je suis en train de. Mon ancien associé lance une marque qui s'appelle Bioêtre. Donc, le bio, je le défends. Et si je suis dans cette mission. Je pense aux cantines surtout, vous savez. Ah oui, le PAT. Et les cantines, ben ça fait partie du projet de loi aussi. Ça va être amélioré. C'était le plan Ecophyto 2 qu'avait lancé le précédent gouvernement, qui n'a pas été appliqué d'ailleurs correctement. Si vous regardez bien, ce plan Ecophyto 2 était intéressant, mais il n'est jamais rentré en application réellement. Donc là, on va au contraire mettre en application. Et la politique de Macron, c'est ça, c'est des projets de loi, mais derrière, évaluation. Parce que si on ne fait pas d'évaluation, on peut tout faire, on peut tout raconter. Derrière, il faut appliquer. En l'occurrence, on va développer l'agriculture bio, les produits bio. Et moi, je suis un fervent partisan de cette évolution. Et dès qu'on pourra trouver des alternatives aux pesticides, parce que moi, ce vocabulaire, je l'emploie, c'est les pesticides, qu'on le veuille ou non. Et il y en a. J'ai démontré, quand on a fait les états généraux d'alimentation à Bergerac au mois d'octobre, j'avais fait venir 2 viticulteurs vertueux, on va dire. L'un, c'est François de Conti qui travaille au château des Belles-Filles à Ténac avec des huiles essentielles. Il y a eu un article de presse de fait, je l'ai envoyé au ministère, ils ont découvert ça, ils étaient très contents au ministère de Nicolas Hulot, qu'on puisse justement avoir des résultats en termes de rendement, hein, parce qu'il faut regarder ça aussi. Et donc, au château Bellefille, ils sortent 45 hecto-hectares, c'est quand même pas si mal que ça. Et un deuxième que j'avais fait venir, c'est donc le château Grinou, la famille Cuissé, qui travaille, eux, avec des cépages résistants. Et moi, je suis vraiment attaché à ça. J'ai à cœur de trouver une évolution de ce dossier en matière de cépages résistants. On sait le faire, ce ne sont pas des OGM, je le dis tout de suite, ce sont des croisements de plantes, des vieux cépages, etc. Qu'on va chercher parfois à l'étranger, on fait des croisements et ils résistent au mildiou et à l'oïdium. Et ces croisements de plants, ça peut exister pour d'autres sujets que la vigne, hein. Je vous parle de la vigne qui est un peu ma spécialité, permettent d'avoir des vignes saines, non traitées. Et en l'occurrence, Château Grinou, il en est montré. Donc, alors il y a encore des problèmes d'autorisation, c'est-à-dire accepter que ces vignes soient dans l'appellation contrôlée. Donc effectivement, lui, il a joué cette carte sans avoir l'appellation. C'est quand même courageux. Mais à terme, même des grandes vigneroles comme notre voisin de Bordeaux, ils réfléchissent de pouvoir donner un quota, accepter un quota de cépages résistants dans les appellations. C'est ce que je défends. D'accord. Juste pour en finir avec le lien avec Brigitte Alain, elle était membre de la PCE, l'association, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Vous avez fait cette chose aussi Oui, au niveau de... Alors moi, on n'a pas encore fait tous les groupes. On est en train de... ce qu'on appelle les groupes d'études. Et là, à la rentrée, on va travailler sur les groupes d'études au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Moi, bien sûr, je revendique la viticulture. Donc j'espère... Ce genre de truc, ça vous intéresserait? Oui, aussi, oui, bien sûr.
On ne peut pas être partout. Ça fait beaucoup de réunions, mais tout ce qui est agriculture, viticulture, alimentation, phytopharmaceutique, économie circulaire, j'en fais partie. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'occupe surtout des libertés, oui, mais des droits de l'homme. Chaque fois, oui, mais ça, c'est un autre sujet au niveau de l'Europe, parce que au niveau de l'Europe, j'ai des collègues qui sont en fait sur ce sujet, mais on ne peut pas être partout, comme je vous le disais. Et il y a aussi le droit à l'erreur, il y a aussi tout ça qu'on va. Mais on retrouve des dossiers qui sont interministériels. L'alimentation, ça a touché 11 ministères. D'accord. Donc, idem pour l'Europe. Alors, vous dites, vous êtes à viticulture, c'est votre truc. Est-ce que cette vision du territoire a été un peu modifiée ou métamorphosée ou simplement, je sais pas, un peu nuancée depuis que vous êtes député là? Vous avez pu échanger avec d'autres députés qui sont eux aussi qui défendent la viticulture, par exemple, je sais pas, en Bourgogne ou ailleurs. Bien sûr, oui. Ah ben, on a, bien sûr, en l'occurrence, ce que je viens d'évoquer, c'est qu'il va y avoir un groupe qui va se constituer au niveau national pour la viticulture. Je ne suis pas le seul. Alors, je suis le seul à être vraiment du monde viticole, le seul député. Ah, d'accord. Il n'y en a pas d'autres, ni viticulteurs, ni négociants. Il y a des agriculteurs qui sont plutôt éleveurs. Alors, il y en a quelques-uns qui sont dans le groupe agriculture dont je fais partie. Il y a après des députés qui sont dans des vignobles, qui revendiquent aussi une attention sur ce sujet, ceux qui sont de Bordeaux bien sûr, ceux qui sont du Languedoc, ceux qui sont de Gaillac, ceux qui sont de Bourgogne, bon, ils se disent aussi concernés par la viticulture. Bordeaux, en l'occurrence, dans le groupe La République En Marche, il y a 10 députés sur 12 qui font partie de notre mouvement et qui sont dans le vignoble. Donc on va voir. On va voir après qu'elles ont. Là aussi, il y aura des arbitrages à faire. Et ça, c'est comme pour le groupe, la commission des affaires économiques. Tout le monde voulait y aller. On a été choisis. Nous ne sommes qu'une cinquantaine, on va dire, avec les membres de l'opposition. Il va l'être de même pour la viticulture. C'est la seule commission à laquelle vous êtes participé. J'ai demandé. Oui, j'ai demandé. Ah non, je suis à la commission des affaires économiques qui, elle, est plutôt à des ramifications, comme je viens de l'évoquer. Et après, dans ce qu'on appelle un groupe d'études, c'est pas une commission, c'est un groupe d'études. Et là, je demande que la viticulture. Et j'ai demandé après d'être membre d'autres chapitres, mais qui touchent à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire économie circulaire, énergie verte, et donc nouvelles énergies. Donc tout ça, j'ai demandé à être membre au moins pour voir ce qui se passe. D'accord. Et les rapports avec l'étranger, non? Alors si, avec l'étranger, j'ai beaucoup de rapports avec l'étranger, parce qu'en fait, de par mon historique, mon histoire, on va dire, avec le Sri Lanka, oui, vous êtes un rescapé, oui. L'histoire du tsunami, j'avais demandé la présidence du Sri Lanka. Or, elle ne m'a pas été donnée parce qu'il fallait faire des répartitions avec l'opposition. Donc ça a été donné à un membre de l'opposition. Il y a des règles de répartition. Donc j'ai la vice-présidence tout de même. Et de ce fait, j'ai sollicité plusieurs pays pour avoir justement des vice-présidents. Alors en l'occurrence, j'ai une douzaine de pays où je suis vice-président ou secrétaire. Donc je me suis intéressé à tout ce qui est, alors bien sûr le Sri Lanka en l'occurrence, l'Inde et le Pakistan, c'était la zone sismique. Les îles du Pacifique aussi, parce qu'il y avait la montée des eaux, ça touche aussi encore une fois l'évolution climatique, le réchauffement climatique. J'ai pris aussi tous les pays de l'Est, ancienne Union soviétique, parce que ça m'intéresse à deux niveaux. D'abord parce que la vigne vient de cette région de Géorgie. Donc j'ai pris la Géorgie, j'ai pris tous les pays baltes, etc. remontant. Par rapport aussi à l'Europe, justement, dont on a parlé tout à l'heure. C'est des pays où ils sont dans l'Europe, où ils sollicitent, où ils veulent y rentrer. Donc c'est des sujets qui m'intéressent. L'autre jour j'étais avec l'ambassadeur de Lettonie par exemple, qui lui est déjà dans l'Europe. Donc j'ai pris toute cette partie des pays frontaliers de l'ancienne Union soviétique. D'accord. Et ensuite j'ai
Bon, après, quelques autres pays que j'avais choisis, comme bon, le Venezuela, parce que c'est justement, je voulais voir ce qui se passait par rapport à notre cher adversaire Mélenchon. Donc je préfère être au cœur du sujet pour savoir vraiment, mais c'est vraiment catastrophique ce qui se passe. J'ai vu la députée du Venezuela qui est venue à l'Assemblée le mois dernier. Il y a eu 300 morts, 1000 prisonniers politiques et un salaire moyen de 15 € par mois. Oui. Et ils ont libéré. Donc, ils ont laissé entrer 34 députés, je crois, récemment. Pour les fêtes de Noël, ils ont fait un petit geste. Mais bon, oui, c'est vrai que ça ne va pas très bien. Ça va très mal. Ça va très mal. Enfin voilà, donc voilà un peu par rapport aux pays que j'ai choisis. J'ai une douzaine de pays que je... Alors c'est très intéressant parce qu'on est invité pour... soit à faire des petits déjeuners avec soit des députés, soit des ambassadeurs. Pour après, quand on est libre, des déjeuners où on est reçu à l'ambassade. L'autre jour, donc, on a été reçu dans certaines ambassades ils nous tiennent informés de leurs problèmes, de leurs souhaits aussi de travailler avec nous, avec la France et avec les députés. Et la France a fait un bond en avant depuis l'élection d'Emmanuel Macron, incroyable en termes d'image. Ah oui. Il y a une demande actuellement de tous les pays du monde qui veulent vraiment travailler avec nous, qui veulent vraiment venir voir, et les Français de l'étranger aussi. Il faut oublier qu'on a des députés qui sont chargés des Français de l'étranger. Et vous savez qu'on a de nombreux Français dans le monde entier, notamment les pays francophones, bien sûr. D'ailleurs, le président de la Commission des affaires économiques est un Français du Canada. D'accord. Le jumelage de Bergerac avec un certain nombre de villes, ça fait un critère pour vous aussi Oui, aussi. C'est toujours intéressant, effectivement. Pour moi, les jumelages, c'est un peu comme ça. C'est comme les groupes d'amitié avec ces pays. Ça permet d'échanger, de rencontrer les responsables et surtout de connaître et de partager les valeurs et les échanges économiques aussi. Hein. Bien sûr. Alors donc vous faites l'éloge de monsieur notre président de la République. Oui. Et ça nous mène à parler de la République en marche. Vous avez dit notre mouvement, vous tenez à ce mot de mouvement plutôt que parti. Plutôt que parti, effectivement. On ne s'appelle pas parti, on s'appelle mouvement. On veut garder cet esprit qui vient finalement de la base, parce qu'en fait... Vous connaissez l'objection qu'on fait à ce genre de choses, c'est qu'un mouvement c'est insaisissable, donc ça peut être un peu n'importe quoi. Au stade où on en est, quand même, j'ai retrouvé des articles de presse il y a un an, hein, ça fait sourire, hein, parce que même les grands spécialistes de la politique n'avaient pas vu venir le sujet. En l'occurrence, c'est parti, effectivement, ce mouvement est parti de la base. Vous savez comment on a fonctionné, sous forme d'ateliers, de comités oui, on avait fait un petit locaux, animateurs locaux. Vous avez vu ça au cours des réunions que nous avions organisées à l'époque. Et on veut garder cet état d'esprit. Et d'ailleurs, l'élection de M. Castaner en tant que secrétaire général en est la preuve. Et j'étais à la réunion de Lyon pour son élection. Et cette ambiance est restée. Et je pense qu'on veut la préserver. D'ailleurs, je vais aller bientôt à leur siège pour faire un peu le point, parce qu'en tant que député, on n'a pas trop eu le temps jusqu'à présent de les accompagner, mais il faut vraiment régénérer ce mouvement et déjà préparer les autres campagnes. Hein. Il y en a qui parlent déjà des européennes, des municipales. Mais pour en rester au mouvement, il y a un autre mouvement que vous connaissez, c'est la France Insoumise, qui se réclame elle aussi de ce mot de mouvement. Vous avez parce que puis ils font aussi partie des nouveaux députés entre guillemets de cette récente élection. Vous avez des rapports avec ce groupe et comme avec les autres groupes ou comment ça se passe? Oui, j'ai des rapports avec tous les groupes. On se voit, vous savez, l'Assemblée c'est comme une grande faculté. On se retrouve dans les couloirs, on se retrouve au restaurant, on se retrouve dans les réunions, dans les commissions, puisque les commissions sont transpartisanes, comme on dit. Et bon, la France Insoumise, ils sont 17 députés. Ils font beaucoup de bruit par rapport à leur représentativité. Mélenchon, c'est Mélenchon. Vous savez, Mélenchon, c'est un ancien socialiste qui était sénateur à 28 ans. Donc il a toujours vécu de la politique. Alors ça me fait un peu sourire en termes de renouvellement. Ce que je veux dire, c'est que dans ces quelques mois, il vous est déjà arrivé de voter avec d'autres groupes
Ah ben oui, il y a eu des amendements. On a voté des amendements qui venaient de l'opposition, c'est déjà... Non, on essaie de travailler de façon constructive. On travaille pour la France, on ne travaille pas pour... Oui, mais de votre côté, inversement, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des réticences à voter des trucs que votre mouvement... Ça m'est arrivé. Donc, et là, mais bon, jusqu'à présent... Vous pouvez dire votre mot, vous pouvez... Oui, après, alors si vous voulez, le travail se fait d'abord en commission. On défend nos avis et nos décisions et nos positions en commission. Bon, d'habitude, on se met d'accord en commission. Quand on arrive dans l'hémicycle, c'est que déjà, on est OK. Mais j'ai vu quelques députés de mon groupe qui ont voté contre, ou qui ont défendu jusqu'au dernier moment leur avis. Vous, ça ne vous est pas arrivé jusqu'ici? Non, parce qu'en fait, tout ce qui a été fait, c'était en phase. Les emplois familiaux, par exemple, la suppression des emplois familiaux, moi j'étais d'accord. Je connais un député de mon mouvement qui avait voté, qui avait défendu jusqu'au bout. Parce mais souvent, c'était des députés qui, comment on dit, qui redoublaient, c'est-à-dire qui étaient déjà, députés. Nous, tous les nouveaux, ce n'était pas notre problème. Et sinon, c'est justement à ce propos-là, et puis de manière générale, le cumul des mandats, tout ça, vous avez... vous suivez... Ah ben là, je suis d'accord, parce qu'en fait, moi je suis à 100%. En n'ayant que ce mandat, et je considère que ça suffit. Ça suffit. On ne peut pas avoir 4 mandats, comme c'était parfois le cas, être maire, député au département et à la région. Non, mais il ne faut pas rêver, ce n'est pas possible. On sent toujours des réticences là-dessus quand même. Oui, bien sûr. Mais moi je suis pour le non-cumul des mandats, pour le non-renouvellement. 2 mandats c'est bien. Et puis on fait tourner. Et on l'a démontré mais avec tout le renouvellement qu'on a fait, parce qu'il y a quand même maintenant... et puis surtout aussi, il y a 2 choses qui ont changé. C'est la parité, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui sont rentrées, donc quasiment 50% dans notre mouvement, et les jeunes aussi. Moi je travaille avec des jeunes de 35 ans, 40 ans qui se défendent bien, qui beaucoup ont de nouvelles idées et sont à la manœuvre et n'ont pas peur d'être députés. Hein, vraiment... Vous ne reprenez pas encore un truc de journaliste d'ailleurs, mais sur l'incompétence entre guillemets des nouveaux députés. C'est pas vrai, parce que je m'aperçois qu'ils sont très compétents, et j'ai des jeunes de 35 ans, hommes comme femmes, qui défendent vraiment les dossiers, qui travaillent beaucoup, qui sont en permanence sur le terrain. De survie à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est votre groupe qui avait publié. Conseil aux élus LRM pendant l'été. Manuel de survie à l'Assemblée nationale. Ah oui, ça c'est ce livre, je l'ai. C'est pas un homme de chez nous qui l'a écrit, c'est un ancien député qui a écrit ça. Manuel de survie. C'est Magali Alexandre. Oui, voilà, c'est lui. Et en l'occurrence, c'est pour savoir comment on arrive à s'y retrouver. Au début, c'est compliqué. Au début, vous savez, les premiers jours, il a fallu s'inscrire, changer de sécurité sociale, changer de... Donc ça vous a été utile, ce manuel de survie? Oui, un petit peu. Bon, je n'ai pas tout lu, mais on va dire qu'on était quand même bien encadré par le mouvement, par des anciens députés qui ont rejoint la République En Marche, mais qui avaient déjà été des députés, comme mon collègue de la Gironde, Florent Boudier par exemple. Donc il avait fait déjà un mandat, donc on a été un peu parrainé par certains, et ça simplifie un peu le travail. Parce qu'en fait, ce sont les formalités administratives qui sont lourdes au mois de juillet, là, quand on démarre. Et il faut être à l'hémicycle en même temps dans le système des inscriptions, les téléphones, les ordinateurs, le studio. Au départ, on était à l'hôtel. Donc tout ça, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça manuel de survie, mais en fait, j'ai très bien survécu. Je m'y sens très bien, et les conditions, ça va, elles sont tout à fait correctes. Et l'encadrement est bien fait, il n'y a pas de problème. D'accord. Malgré les petits problèmes de M. Ferrand au début. Oui. Une dernière chose peut-être, mais qui nous concerne nous, puisqu'il paraît qu'on est un média. Votre rapport avec les médias, vous êtes, ça va Moi, ils sont, ça non plus, ça n'a pas perturbé votre vision des choses, le fait que vous soyez député Non, moi je m'entends. Moi, j'essaie d'être transparent, je m'entends bien avec les médias, je dis... c'est un peu la politique de Macron, hein, on applique le programme. Et donc, on s'y tient. Ce qu'on a fait depuis... et on ne recule pas.
Et vous n'êtes pas... parce qu'on dit beaucoup, on dit quelquefois que l'équipe Macron est un peu méfiante vis-à-vis des journalistes, et c'est pas votre cas. Bon, c'est pas mon cas, parce qu'en fait, je connais bien mes dossiers, du moins de ce que je défends, ce que je travaille. Il y a un truc, par exemple, qui fait pas mal de bruit en Dordogne, c'est le fameux contournement de Beynac, là. Voilà, moi je suis resté neutre. Là aussi, il y a la presse qui joue. Oui, il y a la presse qui joue. Moi je suis resté neutre dans cette affaire parce que, d'abord, c'est pas ma circo. Et de deux, c'était déjà validé avant que j'arrive. Ah oui. Donc, Vous pensez que ça va se faire, en tout cas? Comme ça, vu de loin, vous pensez que ça va se faire? Pour l'instant, les autorisations ont été données. Moi, j'en ai parlé au ministère concerné, que ce soit transport ou la transition écologique. Ils n'ont pas vu, pour l'instant, de problème aux autorisations données. Okay. Donc moi je m'en tiens aux décisions des ministères. Après le reste, les citoyens jugeront. Effectivement, 35 millions d'euros pour faire ça, c'est peut-être mais certains citoyens, en tout cas, si j'ai bien lu, il y avait plus de 200 000 signatures contre. Ça c'est comme Notre-Dame-des-Landes, on va attendre le mois de janvier de savoir quelle va être la décision d'Emmanuel Macron en l'occurrence et des ministères concernés sur Notre-Dame-des-Landes. Et votre avis à vous, ce serait quoi là? Mon avis, je pense que ce dossier a pris trop de temps et il aurait dû être tranché depuis longtemps et j'ai bien peur qu'il ne se fasse pas. D'accord. Voilà. Ok, Philippe, tu voulais... J'avais deux questions. Il était temps, parce que moi... Mais comme tu ne me regardais pas, tu vois, je n'osais pas vous couper, tu vois. Je regarde la caméra. Revenir, mais très rapidement, je trouve que tu n'as pas été très très sympathique avec Brigitte Allain. Ouais. Elle a toujours dit publiquement qu'elle mettait des pesticides dans ses vignes, et c'est pas un mystère. Ça l'a pas empêché de mettre à jour, enfin de mettre en place ce projet alimentaire territorial. Ce que je trouve un peu dommage, quand ton mouvement a lancé ces états généraux de l'alimentation, qu'il n'y ait pas eu localement justement ce lien qui a été fait. Je crois que Madame Allain n'a pas été invitée. J'ai invité tout le monde. Hein, donc parce que c'est comme si... C'était une réunion publique. C'est comme si tu voulais repartir de zéro, qu'il n'y a, pas eu de... J'ai invité tout le monde et le PAT, les projets territoriaux, ils seront développés. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Non. Et j'avais fait venir tous les syndicats agricoles qui étaient présents, Chambre d'agriculture, toutes les filières, confédération, toutes les filières, tout le monde était là, il n'y avait pas de problème. Et enfin, pour terminer sur les états généraux, le fait que Nicolas Hulot n'était pas présent à la conclusion des états généraux, est-ce que ça montre justement un truc que j'ai perçu dans l'émission, enfin dans ce qu'on en a fait, peut-être qu'il y a un décalage entre un projet politique et ce que je t'entends dire plutôt, toi, une adaptation à l'économie actuelle, c'est-à-dire à la production agricole intensive, alors qu'il y a peut-être ce que portait aussi Brigitte Allain et peut-être ce que voudrait porter Nicolas Hulot, une autre façon d'envisager la production. Enfin, tu vois, pour dire vite, en gros, est-ce qu'il y a une adaptation à une économie agricole intensive qui fait que finalement vous allez peut-être laisser un peu plus de place à la FNSEA qu'à d'autres mouvements, enfin je sais pas, voilà. Alors, je pense que moi je suis pour l'équilibre des deux ministères, c'est-à-dire agriculture et transition écologique. Déjà entre M. Travers et M. Hulot, je les connais bien tous les deux, et j'espère qu'il y aura justement une entente sur le sujet de la transition écologique. Effectivement, le ministère de l'Agriculture a souvent la pression des structures traditionnelles de la rentabilité, en l'occurrence, et du revenu, bien sûr, ça je le comprends fort bien. Moi je suis fils d'agriculteur, j'en sais quelque chose. Mais je pense qu'on est arrivé à un stade où il faut vraiment réfléchir à la transition écologique, et que la transition écologique et énergétique sera porteuse d'emploi et d'avenir. Et donc on est obligé de trouver une évolution. Et effectivement, l'affaire du glyphosate a été un déclencheur, un révélateur, et l'état d'esprit est en train de changer. Même dans ma filière viticole, puisque comme vous le savez, j'ai été 2 fois président de l'interprofession des vins de Bergerac, il y a un changement d'état d'esprit. Sur Bordeaux, ils m'ont invité pour le prochain Assemblée Générale des négociants à Libourne. C'est pareil, il y a un changement d'état d'esprit.
Donc je pense que l'agriculture doit maintenant se réformer, en l'occurrence au travers justement des différentes structures. Et les États généraux de l'alimentation ont apporté quelque chose d'important, c'est qu'ils se parlent entre eux, c'est-à-dire syndicats, chambres d'agriculture, structures de la santé, de l'alimentation, de l'écologie. Donc les gens se sont parlé. Alors que souvent c'était des chapelles qui étaient cloisonnées et ça répond un peu à cette question. Je crois que le progrès qui a été fait avec ces états généraux, c'est qu'on a pu partager les solutions. Et cela va se traduire par un projet de loi au cours du prochain semestre et j'espère que tout le monde sera justement dans un compromis, un consensus. Et dernière question sur les médias du coup. Gilles t'a posé la question de tes relations aux médias. Mais dans l'autre sens, est-ce que, alors c'est une question très bête, hein, mais dans les communiqués de presse qu'on reçoit de ta part, systématiquement, on a une photo de toi avec la ministre ou le ministre. Est-ce que c'est lié au fait, moi j'essaie de voir un peu plus globalement, est-ce que c'est une façon pas de contrôler l'information, mais on reproche souvent à l'équipe Macron, enfin en tout cas au mouvement, de contrôler la communication présidentielle, de donner des images aux médias. Il y a des journalistes à Paris qui ont été un peu étonnés de ça, du fait qu'il y a un contrôle, enfin, que les images proviennent du mouvement ou proviennent de l'équipe de communication du président. Oui, c'est ce que je voulais dire quand il disait qu'il se méfie un peu. Et pourquoi est-ce que systématiquement, dans tes communiqués, on a été en photo avec Monsieur Travers ou Madame Borne Oui. Est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est quelque chose qui est une consigne nationale? Je ne sais pas. Je pense que là, les choses évoluent en matière de médias. Pour deux raisons. Il y a maintenant le numérique qui a changé la donne. Moi, je communique, ma première communication, c'est par Facebook. Ouais. Donc, je communique sur Facebook, et pas nécessairement ma photo, c'est souvent la photo des autres, Ouais. si vous regardez bien. Et je mets sur Facebook tout ce que je fais. Toutes les réunions, que ce soit en commission, que ce soit même parfois avec l'opposition. Donc, je mets sur Facebook les auditions que nous sommes amenés à faire, et tout ce qui se passe dans la vie du député. Donc déjà, c'est comme un carnet de bord que je tiens. Et les gens, au début, j'ai hésité. Et puis, mais il faut être abonné à Facebook Non, on peut venir sur on peut venir en tapant Michel Delpont, Facebook, on peut aller sur mon Facebook sans être abonné. Et regarder ce qui se passe. Une page sans profil, c'est ça. Voilà, on peut aller sur le profil. En revanche, j'ai pas mal d'abonnés, j'ai peut-être 3000 personnes qui regardent mon Facebook. Hein. Donc c'est vraiment un vrai journal. D'accord. Et ça, j'ai hésité à le maintenir. Je l'ai fait pendant la campagne, et après j'ai dit, est-ce que je continue? Et les gens m'ont dit, mais non, on continue, ça nous intéresse, ce que tu fais, comment ça fonctionne, etc. Donc je le continue, et heure par heure, quand je suis à l'Assemblée, je mets ce qui se passe. Après, pour ce qui est du contenu des communiqués de presse, j'ai aucun ordre de la part du mouvement, aucune consigne. On reçoit parfois des données du porte-parole, mais ça c'est normal, ce qu'on appelle le porte-parole là, dans les communautés. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait depuis 3 mois, là on vient d'en recevoir un sur les 6 mois qui viennent de se dérouler en disant voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas fait, voilà ce qu'on va faire, voilà. Mais je n'ai pas d'instruction de la part du mouvement. Et après, pour ce qui est des photos, vous savez, avec les histoires de Facebook, tout ça, c'est devenu un peu la mode de mettre... c'est pas une consigne nationale de... Si je mets en photo avec Hulot... C'est la question que je me posais. Non. C'est tous les députés, LRM, on n'a pas d'instruction là-dessus. Et c'est un peu l'ambiance du mouvement, qu'on s'est habitué à faire ça sur le terrain, à faire des photos des réunions. Et avec les ministres, quand je suis avec Madame Borne, c'est que pour dire que j'ai pu discuter sérieusement avec elle, lui présenter le dossier des transports, au moins c'est une preuve de mes paroles, quoi. En l'occurrence c'est ça. Hein. Et est-ce que ça veut dire que, excuse-moi, Brigitte Allain faisait les lundis de la députée une fois par mois? Non,
tous les lundis du coup. Qu'est-ce que tu veux lui demander? S'il va revenir? Non, c'est pas. Non, elle faisait des comptes rendus dans les villes et villages de circonscription. Est-ce qu'il y aura que ta page Facebook ou est-ce que tu vas quand même faire des lundis du député ou des jeudis ou des mercredis ou je ne sais quoi? Parce que ça me paraît quand même important pour rendre compte de ce que tu fais plus qu'une page Facebook. C'est autre chose. Oui, mais 3000 déjà. C'est quand même du monde qui le regarde. Sincèrement, c'est impressionnant le nombre de gens qui vont se voir. Il n'y a pas d'échange, tu réponds pas. Les gens t'envoient des questions. Si, ils envoient les réponses et je réponds. Donc je communique au travers de Facebook aux observations qui sont faites. Bon, ça c'est quand même le cœur du réacteur, on va dire. Et après, j'ai la permanence. J'ai quand même 4 personnes qui travaillent avec moi. Donc à Paris, j'ai une attachée parlementaire à mi-temps qui a de l'expérience parce que c'est son 2e mandat. Donc pour un député. Ensuite à Bergerac, j'ai 3 attachés parlementaires. Ma suppléante, Denise Ménard, qui a souhaité continuer comme attachée parlementaire à mi-temps, me remplace souvent dans les questions agricoles, sociales, logement, etc. Donc, parce qu'elle était professeure du lycée, proviseur du lycée de l'Abri. Ensuite, j'ai également à mi-temps Jean-Philippe Bartal, qui lui est professeur en activité au lycée du Cluseau. Alors lui, c'est plutôt tout le côté justement énergie nouvelle, hydrogène, tout ça, informatique. Et puis j'ai une assistante, une attachée parlementaire en permanent qui tient la permanence, donc Emilia Ademi, qui elle est là pour répondre et recevoir toute la semaine, voire participer à des réunions quand je ne peux pas être là, en milieu de semaine. Et moi je suis à la permanence alors, pour répondre à cette question le lundi, le vendredi et le samedi. Sachant que j'ai aussi des invitations. Et après, on tourne dans les mairies. Si, après, je tiens des permanences dans les mairies, avec moi-même ou avec mes attachés parlementaires, en fonction d'un calendrier, dans les différentes villes de la circonscription. Voilà donc comment on fonctionne. Voilà. J'ai pas je pense que ça couvre déjà bien l'ensemble de la circonscription. Et puis bon, les gens maintenant savent fonctionner quand même beaucoup par mail et je reçois beaucoup de mails auxquels je réponds et mon équipe est à leur disposition pour les rendez-vous et pour les recevoir. D'accord, ben merci beaucoup. Peut-être à la prochaine, vous nous direz si vous accepterez la prochaine fois. Avec plaisir, moi je suis tout à fait disposé. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé justement, c'est les questions qui me font penser, c'est l'abstention, la participation citoyenne. Les comités locaux, on n'a pas parlé, ça sera pour une prochaine fois. Restera pour des prochaines... Pour une prochaine fois, l'emploi, si vous voulez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Le code du travail qu'on a voté. Et la production d'hydrogène rejette du CO2, tu vérifieras, tu c'est tout vérifié. C'est tout vérifié. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt. Au revoir.